ce que nous avons défendu nous-mêmes en Algérie, qui défendent au Vietnam l'honneur et la paix de l'homme blanc, je leur dis le salut et le remerciement fraternel de la nation française. Bonjour et bienvenue dans C'était pas mieux avant, votre émission dans laquelle on revient sur des personnalités et des événements marquants de l'histoire politique de la France et du monde. Ces dernières semaines, j'avoue que je commençais à en avoir un peu assez parce que je fais que des gens de gauche, Hidalgo, Mélenchon, Ruffin. Ah, et puis ça fait des mois que je réclame un épisode sur Edith Cresson et que personne veut. Signalez-vous en commentaire ceux qui veulent un épisode sur Edith Cresson. Menons cette lutte ensemble. Et en attendant, on va parler d'un gros facho, Jean-Louis Tixier-Vignancour. Un truc qui m'avait marqué lors des élections législatives de 2024, c'était la nonchalance de certains journalistes et éditorialistes quand on leur parlait des origines du Rassemblement national. Origines qui, je le rappelle, sont sa fondation par des anciens SS et collabos du régime de Vichy et des nazis, si jamais vous étiez pas encore au courant. Je précise parce qu'entre les gens qui ne savaient pas et semblaient redécouvrir le sujet en 2024 en direct à la télévision, ceux qui savaient et s'en foutaient, et ceux qui ne savaient pas et n'y croyaient pas, ça faisait quand même beaucoup de gens qui étaient pas très concernés par le sujet. Mais finalement, quand on parle du Rassemblement national, fondé sous le nom de Front National en 1972, on a l'impression que rien n'a vraiment existé avant. Est-ce que je suis en train de dire que le Rassemblement national est un parti qui est l'héritier de Waffen-SS qui l'ont fondé et l'héritier de Vichy ? Oui, bien sûr. Et je crois que c'est aussi un peu une défaite parfois. C'est grave comme propos quand même. C'est absolument pas grave, c'est factuel. C'est factuel que le Rassemblement national ait été fondé par des héritiers par des Waffen-SS. C'est factuel, monsieur. Le fait que le Rassemblement... Les plus érudits et érudites d'entre vous se souviendront sans doute qu'il s'agit à la base d'un groupuscule nommé Ordre Nouveau, pour lequel le FN était censé être la vitrine acceptable pour aller à des élections. D'autres se souviendront des poujadistes qui avaient ressuscité l'extrême droite à la fin des années 60 et qui ont participé à la chute de la 4ème République. Mais peu se souviennent de celui qui a été le leader de facto de l'extrême droite dans les années 60, le premier à avoir été un candidat d'extrême droite à une élection présidentielle et accessoirement le premier à y avoir fait un score, Jean-Louis Tixier-Vignancour. Alors à la base, Jean-Louis Tixier, c'est un avocat et un notable local des Pyrénées. Avant ça, c'est un enfant de la petite bourgeoisie parisienne, né dans le 7e arrondissement de Paris, fils d'un médecin et petit-fils d'un politicien de centre-gauche des premières années de la 3ème République, Louis Vignancour. C'est d'ailleurs par rapport à son grand-père qu'il adopte rapidement le nom de Tixier-Vignancour lorsqu'il devient avocat quelque part dans les années 20 ou 30. C'est aussi à cette époque-là qu'il se lance en politique en se portant candidat aux élections législatives de 1936, à l'issue desquelles il est élu député des Basses-Pyrénées. À cette époque-là, l'extrême droite, elle est surtout présente dans la rue, par sa violence, comme lors de la tentative de marche sur Paris de 1934, à laquelle la gauche réagit en établissant le Front populaire. Mais elle n'existait pas vraiment dans les urnes, où la droite classique, catholique et conservatrice demeurait très puissante. Quand il devient député, c'est d'ailleurs aux côtés de cette droite-là que siège Jean-Louis Tixier-Vignancour. Cela dit, je vous rassure, lui, dans les années 30, il est déjà bien d'extrême droite. Pendant ses études de droit, il est même membre des Volontaires nationaux, l'une des composantes des Croix de Feu, un mouvement politique souvent considéré comme fasciste, même si le terme fait débat. Les Croix de Feu avaient beau être d'extrême droite, ils étaient surtout racistes et autoritaires, ils essayaient aussi de draguer les modérés et les confus avec un programme attrape-tout dans lequel on trouvait par exemple les congés payés. Un parti d'extrême droite proche de tous les autres partis d'extrême droite qui utilisent des propositions vaguement sociales pour amadouer le chaland et faire croire qu'il est gentil. Ça me dit quelque chose, j'arrive pas à me souvenir. Non, ça va me revenir. Sur le plan économique, comme l'extrême droite de leur époque, ils prenaient un retour au corporatisme. L'idée d'associer le capital et le travail dans de grandes corporations, grosso modo, comme c'était le cas sous l'Ancien Régime. En revanche, ils évitent de s'associer aux mouvements d'extrême droite encore plus radicaux. Par exemple, en 1934, ils refusent d'attaquer le Parlement avec les autres groupes d'extrême droite, alors qu'ils disposaient des effectifs pour le faire. C'est aussi chez les Croix de Feu que François Mitterrand fait ses premières armes, en participant par exemple à une manifestation contre l'invasion métèque, dont la photographie a été retrouvée longtemps après et est restée célèbre. Jean-Louis Tixier-Vignancour adhère ensuite au Parti populaire français, parti fondé par un ancien communiste passé au fascisme, Jacques Doriot, et qui devient ensuite l'un des principaux partis collaborationnistes sous le régime de Vichy. Et en 1940, vous vous doutez bien que Jean-Louis Tixier-Vignancour fait partie des députés qui votent les pleins pouvoirs
pouvoir au maréchal Pétain. Le régime de Vichy qui dirige la France sous la Seconde Guerre mondiale étant une organisation à la bureaucratie très développée, Tixier-Vignancour fait partie de ces très nombreux cadres. Et pendant que Mitterrand s'occupe des anciens combattants, lui, il est au secrétariat à l'information, ce qui signifie qu'il s'occupe de la censure. Il travaille notamment avec d'autres collabos célèbres tels que Marcel Déat, à qui il donne du temps de parole sur Radio Vichy. Il obtient même la Francisque en 1940, mais il finit par rompre avec fracas avec le maréchal Pétain en 1941. En fait, Jean-Louis Tixier-Vignancour fait partie de ceux qui, comme François Mitterrand d'ailleurs, ont commencé à s'éloigner du régime de Vichy quand la politique collaborationniste pro-allemande a commencé à aller trop loin à leurs yeux. Non pas parce qu'ils aimaient particulièrement les Juifs ou la République, mais simplement par sentiment anti-allemand. Grâce à ces relations, il réussit à se faire libérer et à partir en Afrique du Nord, où il rejoint le corps expéditionnaire français en 1944. Le corps expéditionnaire français, c'est l'une des composantes de l'armée française qui s'est reformée pendant la Seconde Guerre mondiale et a participé à cette dernière aux côtés des Alliés. Ils sont à la fois célèbres pour avoir représenté la France dans le camp des victorieux de la Seconde Guerre mondiale, et aussi pour les très nombreuses exactions et viols qu'ils ont commis. Quant à Tixier, il combat pas vraiment parce que le fait qu'il ait collaboré pendant plus d'1 an le rend extrêmement suspect et il se fait rapidement dégager. C'est toutefois ça qui lui permet, après avoir été frappé d'inéligibilité pour avoir voté les pleins pouvoirs à Pétain puis avoir collaboré avec le régime de Vichy, d'obtenir un non-lieu et donc de revenir en politique dans les années 50. Après avoir été de nouveau avocat pendant quelques années, pendant lesquelles il défend notamment l'écrivain antisémite et collabo Louis-Ferdinand Céline, il relance sa carrière politique lorsqu'il redevient éligible dès 1954. Il fonde alors un nouveau parti politique, le Rassemblement national français. Le Rassemblement national français. Aucun lien, je suis fils unique. Ah. Et il est candidat aux élections législatives de 1956 qui sont connues pour être l'un des premiers succès électoraux de l'extrême droite. La mouvance est alors emmenée par Pierre Poujade, qui lance le mouvement poujadiste et réunit 13% des voix, obtenant ainsi plusieurs dizaines de députés. Le poujadisme, c'est un mouvement principalement porté par des petits patrons, des gens des classes moyennes supérieures, adeptes des manifestations violentes. Ce mouvement s'opposait notamment à l'impôt, au contrôle fiscal, était favorable à l'Algérie française, ainsi que raciste et antisémite. Jean-Louis Tixier-Vignancour est proche des poujadistes et il forme même un genre de courant tixieriste à l'Assemblée nationale. C'est à cette occasion qu'il côtoie d'ailleurs un certain Jean-Marie Le Pen, qui fait alors ses débuts en politique en tant que député poujadiste. En 1958, Jean-Louis Tixier-Vignancour soutient le retour du général de Gaulle et la fondation de la Ve République, comme une bonne partie de l'extrême droite qui s'opposait au parlementarisme et croyait que de Gaulle allait maintenir l'Algérie française. Il s'oppose ensuite au renforcement des pouvoirs du général de Gaulle, et c'est en partie de cette manière qu'au milieu des années 60, il fonde les comités Tixier-Vignancour en vue de se présenter à l'élection présidentielle de 1965. Alors personnellement, c'est comme ça que j'ai découvert. Alors pas parce que j'ai voté à cette élection, j'étais encore un petit peu jeune, mais surtout parce que j'ai lu la fiche Wikipédia de l'élection et que je l'ai vue, et qu'à ce moment-là, je me suis dit, il y avait un candidat d'extrême droite avant Jean-Marie Le Pen ? Eh bah ouais, il y en avait un, et c'était lui. Et celui qui a chapeauté sa campagne, eh bah, c'était Jean-Marie Le Pen. En tant que candidat à l'élection présidentielle, il s'oppose au marxisme, reproche au général de Gaulle d'avoir donné l'indépendance à l'Algérie, et fait essentiellement campagne pour les pieds noirs, les anciens colons algériens rapatriés par la France à la suite de l'indépendance de l'Algérie, et qui, vous vous en doutez, étaient majoritairement pro-Algérie française, ont soutenu les putschistes d'Algérie pendant la guerre d'Algérie, et étaient tout à fait prêts à voter pour un candidat d'extrême droite. Mais en même temps, il essaye de montrer un visage plus modéré en disant que la Ve République est conforme aux principes républicains et en affirmant qu'il écouterait davantage le Parlement. Me voici candidat à la présidence de la République et il nous appartient de parler de politique. Mais voyez-vous, il y a deux manières de parler de politique. Les Pieds Noirs, c'est d'ailleurs bien les seuls à avoir voté pour Jean-Louis Tixier-Vignancour. Les autres, même quand ils étaient d'extrême droite, ont préféré massivement voter pour le général de Gaulle, qui était loin d'être incompatible avec les idées de l'extrême droite en matière de corporatisme économique ou encore de bonapartisme politique. Mais au-delà de ses prestations jugées médiocres à la télévision, Tixier-Vignancour a surtout surpris en appelant à voter Mitterrand au second tour. Ça peut quand même paraître étonnant quand l'une des principales composantes de l'extrême droite était alors l'anticommunisme, et François Mitterrand était soutenu par le Parti communiste, qui était le principal parti de gauche à ce moment-là et aurait donc été la composante majeure d'une majorité de gauche en cas de victoire de Mitterrand après les élections.
J'ai pas réussi à retrouver l'info, donc il est tout à fait possible que Tixier ait soutenu Mitterrand déjà par anti-gaullisme, et aussi parce que Mitterrand et lui étaient tous les deux des anciens des Croix de Feu et des premières années du régime de Vichy. Toujours est-il que Mitterrand perd l'élection, avec 44% des voix, et Tixier-Vignancour se retrouve disqualifié par une bonne partie de l'extrême droite pour avoir appelé à soutenir Mitterrand. Jean-Marie Le Pen rompt officiellement avec lui, et c'est sans lui qu'en 1972, il crée le Front National avec des anciens d'ordre nouveau. Dans un nouveau revirement, Jean-Louis Tixier-Vignancour, qui a perdu son siège de député en 1967, rejoint finalement les gaullistes quelques années plus tard. Il soutient Pompidou en 1969, puis appelle ses partisans à faire de l'entrisme à l'UDR, l'ancêtre des Républicains, pour droitiser la droite. Mission réussie avec 57 ans de retard. Et puis en 1974, il soutient Valéry Giscard d'Estaing à la présidence de la République, et propose même de faire fusionner son parti, l'Alliance républicaine des libertés pour le progrès, avec les centristes de Luc Hanuet et Giscard, avant de finalement revenir vers l'UDR de Jacques Chirac quand cette dernière tente de se placer sur la gauche des Giscardiens. D'ailleurs, quand Jean-Marie Le Pen rompt avec lui, Tixier lui reproche ses amitiés fascistes en se présentant lui-même en républicain et en bon démocrate. Est-ce que pour autant ce bon Jean-Louis avait accepté de se ranger et de devenir juste de droite ? Non. Absolument pas. Par exemple, en 1973, Tixier-Vignancour est le cerveau d'une opération dont l'objectif est de voler le cercueil de Pétain. Leur objectif, c'était d'ouvrir la tombe, de voler le cercueil, de reboucher la tombe et d'aller l'enterrer à Verdun pour réhabiliter le dirigeant du régime de Vichy sans que personne s'en aperçoive. Et ils ont bel et bien réussi à chourer le cercueil et à s'enfuir sans se faire gauler. Mais assez rapidement, un employé du cimetière a découvert la supercherie. Les voleurs ont juste eu le temps de faire descendre symboliquement l'avenue des Champs-Élysées au cercueil et ils se sont fait arrêter avant d'avoir pu faire quoi que ce soit de plus. Tixier-Vignancour, qui n'était pas présent physiquement lors de l'opération, réussit à échapper à un emprisonnement, et finalement les autres voleurs ne sont même pas jugés parce que le gouvernement craint de donner une tribune à Tixier, qui aurait probablement été l'avocat de la défense. Dans les années suivantes, Tixier se tient à l'écart de la fondation du Front National. Il crée son propre parti d'extrême droite, le Parti des Forces Nouvelles, dont le plus grand fait d'armes est d'avoir fait 1% aux élections européennes de 1979. Il quitte ensuite le parti en 1982 et disparaît des radars avant de mourir en 1989. Jean-Louis Tixier-Vignancour, on pourrait se dire que c'est juste un facho parmi les autres fachos des années 60, présent mais minoritaire et anecdotique. Mais là où il est intéressant, c'est qu'il a été parmi les premiers, notamment sous la Ve République, à tenter l'œcuménisme de l'extrême droite, à savoir de rapprocher toutes les chapelles de l'extrême droite pour les unir derrière une seule personne, lui. Le problème, c'est qu'il était sans doute pas très bon et aussi trop clivant aux yeux de ses pairs. Vous imaginez un facho qui propose de s'allier avec le centre, ça fait mauvais genre. Et c'est pas pour rien que l'artisan de la campagne présidentielle de Tixier-Vignancour en 1965 n'est autre que Jean-Marie Le Pen, qui retentera la même recette plus tard avec le Front National et avec lui-même à la place. Et ça permet aussi de montrer que l'extrême droite n'a pas changé. La dédiabolisation, le fait de prôner l'union avec les droites dites plus modérées, le fait de se prétendre démocrate et attaché aux institutions républicaines pour mieux faire avaler son racisme et sa haine de l'autre, l'extrême droite le faisait déjà il y a 60 ans. C'est la fin de cet épisode de C'était pas mieux avant. Si vous l'avez apprécié, je vous invite à soutenir notre campagne en cours Cap sur 10K qui vise à atteindre les 10 000 donateurs avant le 30 juillet. La survie de notre outil de travail en dépend. À la prochaine!